Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On se lance ? C'est bien là le son ? Tu es parfait. Salut Aurélien, chez moi, bienvenue. Bonjour, merci. Et là, c'est le moment où on fait un puzzle, où on remet dans le bon sens. Salut Aurélien, bienvenue chez moi. Nous allons commencer par les hémorroïdes. Le grand sujet. Ah bah ouais, j'en ai moi. Enfin, en tout cas, je suis sujet aux crises hémorroïdaires. Je ne sais pas si je dis ça dans les bons termes. On va parler ensemble, je te fais un petit sommaire. D'abord, c'est quoi ? Ensuite, quels sont les signes avant-coureurs d'une crise hémorroïde ? Des auditeurs m'ont envoyé des questions autour d'anus qui gratte, de saignement après la selle, point d'interrogation. Est-ce que la sodomie génère les hémorroïdes ? Si j'ai pas d'hémorroïdes en ce moment, comment je peux les éviter ? Si j'en ai, est-ce que je dois alors arrêter la sodomie ? Ou comment je peux les soigner hors chirurgie ? Ou quand est-ce que la chirurgie est conseillée ? Plus généralement, qu'est-ce que je peux faire dans certaines régions de France et du monde ? Aller voir un procto, ça peut prendre plusieurs mois. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal avant d'avoir mon rendez-vous procto ? Je souligne que tout cet épisode et nos échanges, c'est à partir de questions d'auditeurs, car j'ai fait une vidéo sur l'Instagram. Je t'ai dit, hein, ouais. Oui. Qui a très bien marché. Que l'algorithme a décidé de pousser, où je demande, je vais recevoir un proctologue spécialisé, posez-moi vos questions. 42 000 vues plus tard, voilà. Nous avons beaucoup de questions, c'est cool. Ok Aurélien, je suis super content de t'accueillir. Tu es proctologue, oui. Un des rares spécialistes de la santé sexuelle en France. Tu me disais que c'est pas un champ identifié, donc il y a peu d'études, et donc il y a peu de formation. Et toi, tu es à l'origine du premier module de santé sexuelle dans le diplôme de proctologie. On est d'accord ? Et moi, j'ai halluciné, Aurélien. Mais vraiment, et je te l'ai déjà dit, dans le diplôme qui forme les proctologues français, en 2024, ça va être la première fois qu'ils vont apprendre les enjeux de santé sexuelle autour de cette partie de l'anatomie. Oui, enfin, c'est-à-dire que tout ce qui est infection sexuellement transmissible, HPV, gonocoque, chlamydia, tout ça, c'est quand même défini depuis longtemps, on l'enseigne. Mais c'est plutôt sur, la qualité de la sexualité, la douleur, j'ai mal, tout ça, c'est peu enseigné, ouais. Ni chez les sexologues. Dans les DU de sexo, il n'y a pas tellement de cours sur la sexualité anale. C'est ouf. Ouais. Et toi, aujourd'hui, du coup, tes consultations, c'est où ? Tu travailles... T'es toi-même proctologue, ouais. dans un... Je suis proctologue et aussi gastro-entérologue, donc je fais pas 100% de procto. Et je travaille à Lyon, dans un hôpital privé à but non lucratif, et avec une vacation aussi au CHU. En préparant cet entretien, je t'ai demandé si tu voulais dire ton orientation sexuelle. Et moi, je t'ai dit, pour moi, en tant qu'homme gay, c'est vachement important, quand j'écoute un ou une experte, de savoir si c'est un premier ou une première concernée, tu vois. Ça veut pas dire que j'écoute que ça, mais pour moi, ça a une couleur et une signification particulière, et peut-être une confiance, un crédit. Est-ce que toi, tu as choisi ce que tu voulais dire ou pas ? Oui, j'ai beaucoup réfléchi, ouais. Donc, effectivement, je suis gay, moi aussi. J'ai hésité à en parler parce que nous, on apprend en médecine plutôt de dire que qu'on n'a pas de genre, qu'on n'a pas de sexe, qu'on n'a pas de regard comme ça quand on est médecin, quoi. Qu'on est dans la neutralité. Mais après, j'ai entendu aussi ton propos, et effectivement, je pense que c'est quand même... je peux pas sortir ça de moi, et donc je peux pas dire que ça n'a pas de lien, mon orientation sexuelle, avec les centres d'intérêt professionnel aussi que j'ai développés. Je comprends. On se lance ? Ouais. Déjà, avoir des hémorroïdes, c'est quoi ? Parce que quand j'ai dit là, j'en ai, c'est une bêtise, tout le monde en a. Oui, exactement. À part les enfants.
Ah. Ça se développe pendant l'adolescence. Ok. Mais effectivement, tout le monde a des hémorroïdes. C'est une structure anatomique normale avec un peu comme des petits coussinets remplis de terminaisons vasculaires, des tout petits vaisseaux, quoi. Et il y a les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes, spontanément, on les voit pas. Elles sont un peu sous la peau. Les hémorroïdes internes, si on entre dans l'anus, on en voit toujours. Ok. Et donc, quand j'ai dit j'ai des hémorroïdes, en fait, ce que je voulais dire, c'est je peux avoir des crises hémorroïdaires. C'est-à-dire, Oui, c'est ça. avoir des hémorroïdes, on en a tous, c'est une partie du corps. Oui. En revanche, il y a des moments où ça peut entraîner des symptômes. Ouais, créer un trouble. Ok. Donc, Ouais. c'est ça dont on va parler. C'est le moment où mes hémorroïdes partent en cacahuète. Oui. Ouais. Carrément. Moi, ce que je pourrais dire en intro, c'est que après, pour pas mal de monde, de ce que je comprends, avec les consultations que j'ai, les hémorroïdes, c'est dès qu'on a un problème à l'anus, c'est des hémorroïdes, quoi. Donc finalement, une fois sur deux, à la fin, c'est pas des hémorroïdes. Ah ouais. Ouais. Toi, en consultation, t'as des gens qui viennent en pensant que c'est des hémorroïdes. Ah oui. Parce que c'est le truc le plus connu de cet Ouais. endroit si inconnu. Exactement. Quoi. Ouais. Ok. C'est un endroit un peu qu'on résume, quoi, parce qu'on le nie quand même un peu. Hein. Même les hommes gays qui ont une sexualité anale, souvent ils l'appréhendent déjà mieux que la moyenne, mais c'est pas toujours complet, quoi, comme connaissance de cette partie de l'anatomie. Tellement. Je suis le premier à avoir une maxi-flemme d'aller chez le procto. Ouais. Même si en fait en y étant allé plusieurs fois, le toucher anal qui était le truc qui me faisait le plus flipper, en fait en vrai c'est pas la fin du monde Oui, c'est ça. Et c'est ok. Et j'ai souvent des auditeurs qui me parlent de symptômes à ce niveau-là, à l'anus, et à qui je dis mais faut que tu ailles voir un procto, et qui me regardent en mode genre oui. Et notamment j'ai un auditeur qui saigne depuis 1 an. Ouais. Qui j'ai dit bah si, faut que tu ailles voir un procto. Enfin je pense, je suis pas médecin, mais vas-y, je crois que c'est pas normal et tout. Après il peut déjà en parler à son médecin traitant aussi, mais ouais. Et souvent les gens osent pas non plus. Il vit loin d'une grande ville, oui. Donc en fait c'est toute une organisation. Ouais. Bon, les signes d'une crise hémorroïdaire. Alors je vais lire le premier retour de Julien, auditeur, qui dit « Salut Guillaume, parfois quand je vais à la selle et que j'ai terminé, j'ai du sang quand je m'essuie. Alors que je n'ai pas eu de rapport récent, ni même eu mal. En gros, je suis irrité. Comment soulager ça ?» Pourquoi j'ai foutu ça là, moi ? Ah si, parce que... les saignements. Saignements, je me suis dit, est-ce que c'est des hémorroïdes ou pas ? Oui. Ben... donc, c'est carrément possible que ce soit des hémorroïdes. La fissure aussi, ça peut saigner. Mais en tout cas, pour considérer que c'est peut-être des hémorroïdes dans son cas, souvent on pense que quand on a des hémorroïdes, ça doit faire mal, et c'est pas forcément du tout le cas. On peut avoir des hémorroïdes uniquement qui saignent et rien d'autre, qui saignent quand on va à la selle. Ah ouais. Ouais. Oui. En fait, le plus souvent, les hémorroïdes, c'est pas la plupart des plaintes hémorroïdesques. Il y a plein de formes d'hémorroïdes pathologiques, quoi, on va dire. Et le plus souvent, ça fait pas ou peu mal. C'est un peu une idée reçue que ça arrive. Hein. Il y a des formes particulières, notamment ce qu'on appelle la thrombose hémorroïdaire externe. Là, c'est une boule qui se forme sur les hémorroïdes externes avec un caillot dedans. J'ai fait ça. Ouais, ça peut faire pas très mal, mais ça peut faire très mal. Ah, ça m'a fait super mal. Ça se résorbe. Mais ça peut faire très mal, oui. Ça peut être des gens qui n'arrivent pas à rester assis en salle d'attente. Ouais. Mais par contre, ça évolue toujours favorablement. C'est plus ou moins long. Ça dégonfle, ça se résorbe, on peut agir ou pas. Mais dans tous les cas, ça évolue favorablement. Donc ça, c'est les cas rares où c'est très douloureux, mais toi, tu dis, en fait, c'est pas forcément douloureux. Ouais. Et donc, on parle là bien d'une crise hémorroïdaire, c'est-à-dire, je ressens une petite boule. C'est ça, en fait, que un patient comme moi peut... il peut... ça... Pas Julien. Ah oui. Julien, il disait pas ça, mais juste parce que comme les hémorroïdes, tout le monde en a, les problèmes d'hémorroïdes, c'est j'ai une boule qui me fait mal et ou qui saigne et ou que je sens quand je mets le doigt. Oui. On parle de ça. Oui. Ok. Et ça peut être aussi qui s'extériorise, c'est-à-dire les hémorroïdes internes, elles peuvent se prolaber ou s'extérioriser, notamment quand on va à la selle. Hop, elles sortent, 1, 2 ou 3, il y en a 3 en tout dedans, et re-rentrer toutes seules, ou alors des fois il faut aider pour les re-rentrer. Ça, c'est le prolapsus. Ok. Et après, typiquement, le prolapsus ou le saignement,
ça peut devenir un peu chronique, quoi. Ça peut ne plus être vraiment sur le mode de crise. Ouais. Un peu tout le temps, un peu régulièrement. Ok. Puis après, il y a des crises où c'est gonflé, effectivement. Et on va parler après de comment les soigner, quoi faire avec. Là, on est juste dans les signes. Et j'ai un autre auditeur. Non, ça, c'est un commentaire Instagram. Anus irrité ou qui gratte. Je ne l'ai montré à personne à part mon compagnon qui est aide-soignant. Je n'ai ni rougeur ni boutons et j'ai une hygiène tout à fait classique. Ça a été une gêne pendant mes rapports en tant que pénétré, comme si je sentais des cailloux sur le sexe de mon partenaire et des démangeaisons plus grosses après l'acte avec quelquefois des saignements. Je tiens à préciser que les pénétrations ont été très douces, progressives et préparées. Pour éviter que ça gratte, j'ai tenté plusieurs savons antiseptiques. Je ressens un apaisement pensant que je me nettoie, mais les démangeaisons reviennent juste après. Voilà, j'espère que j'étais assez précis. Bonne continuation et merci pour ton travail. Très précis. Ouais, C'est possible ça, d'avoir des démangeaisons et c'est des hémorroïdes ? Oui, c'est possible. Là, la description me fait penser plutôt à autre chose, je vais dire tout de suite, mais c'est possible. En tout cas, les hémorroïdes, ça peut... je dis souvent, ça fait pas très mal, mais ça peut, quand c'est gonflé, faire un peu mal, un peu une espèce de brûlure, grattage, démangeaison comme ça c'est tout à fait possible. Et donc, que ces hémorroïdes, enfin que ces boules soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Ouais. Parfois, moi, je peux en avoir sur mon anus. Parfois, je peux en avoir à l'intérieur. Ouais. D'accord que c'est deux endroits. Gonflé un peu, quoi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ok. Ouais. Donc, un des signes pourrait être la démangeaison. Oui. Sachant qu'il y a d'autres signes de démangeaison qui n'ont aucun rapport avec les hémorroïdes. Là, tu penses que c'est pas forcément des hémorroïdes, tu disais ? Oui, parce que par contre, ce qui est assez fréquent, c'est donc la démangeaison. En médecine, on appelle ça le prurite. Je dis le mot parce que des fois, après, si c'est ce que disent les médecins, c'est intéressant de savoir qu'on parle de la même chose. Ouais. Donc le prurite anal, c'est fréquent, c'est volontiers très chronique, très une espèce de cercle vicieux. Du coup on se gratte un peu et du coup on crée toute une irritation, des lésions, un peu de grattage autour de l'anus et à l'entrée de l'anus qui peuvent tout à fait saigner, ce côté un peu, il a l'impression qu'il y a des cailloux sur le sexe de son partenaire, ça fait plutôt penser à ça qu'à des hémorroïdes. Ok. Et du coup, souvent, les mauvais gestes qu'on adopte, typiquement, c'est l'excès d'hygiène, les antiseptiques, etc. Tout ça, ça continue à sécher, à abîmer la peau autour de l'anus. Et en fait, dans ces cas-là, il faut essayer de plus gratter. Ah oui, on en parlera après ou pas ? Bon, non, ça, parce que c'est pas tout à fait les hémorroïdes. Là, il faut surtout essayer de pas d'excès d'hygiène, l'idée qu'il faut que ce soit hyper propre, surtout jamais d'antiseptiques, plutôt des savons spéciaux pour l'hygiène intime, des crèmes pour hydrater, et essayer pendant la période où on est en train de se soigner, de même pas utiliser de papier toilette, de pas frotter, tout ça, quoi. Moi, quand j'ai eu une crise hémorroïdaire, on m'a conseillé de la glace dans un... Tu me regardes avec une tête, je sens que j'ai fait une bêtise. Non. Dans une serviette propre. Et en vrai, ça m'a fait trop du bien. Donc en fait, pour ne pas gratter, ne pas toucher ou faire anesthésier la douleur sans utiliser un max de produits, je me foutais ça et ça me faisait trop du bien. Moi, franchement, Oui. C'est bien ou c'est pas bien, docteur ? En tout cas, c'est connu pour être bien efficace sur la douleur. Donc, typiquement, sur une thrombose hémorroïdaire comme tu avais eu, ça soulage bien la douleur, la glace. Okay. Après, sur la démange, sur le grattage, pourquoi pas ? Si, c'est juste qu'il faut bien... C'est-à-dire que si on met au contact et que le torchon est mouillé, qu'après ça... Des fois, quand on mouille de façon un peu contre-intuitive, ça assèche. Donc c'est ça que c'est pas très bon dans le grattage. Okay. Mais souvent, appliquer de la crème et masser, sans en mettre trop, mais pour qu'elle s'imprègne bien, comme on mettrait de la crème ailleurs, ça peut permettre de soulager les démangeaisons sans gratter. T'as une crème hémorroïdaire vendue en pharmacie sans ordonnance à conseiller ? Alors, c'est intéressant. Ça sera dans le soin ? On en parle après ? Oui, on peut le dire maintenant, mais c'est juste que ce qui me fait dire, c'est si jamais c'est plutôt un anus qui démange mais qui n'est pas hémorroïdaire, en fait, le plus souvent, moi, quand je vois des gens qui ont l'anus qui gratte, c'est pas des hémorroïdes. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux pas mettre des crèmes anti-hémorroïdaires. C'est bien souvent dans le grattage, à l'inverse, tout ce qu'on met, ça peut être un irritant supplémentaire. Donc, il y a des gens qui vont mettre une crème anti-hémorroïdaire ou deux, ça c'est de base, et après... même une crème anti-mycose, parce qu'on sait jamais, parce que ça devient un peu rouge, on a peur qu'il y ait une mycose.
Et en fait, il faut mettre des crèmes hydratantes toutes simples, comme il y en a en pharmacie. Si on donne des marques, il y a les Cicalfate, Cicaplast ou même Bepanthen qu'on utilise aussi chez les enfants. Tout ça, c'est bien efficace. J'ai de l'huile de coco dans mon placard. J'ai le droit ou pas? Oui. Ouais. Les huiles douces comme ça aussi. Huile d'olive. L'amande douce. Mozza. Sans la mozza. Non, mais en vrai, huile d'olive, je pourrais. En soi, oui. Je sais pas si c'est le plus adapté, j'avoue. Les crèmes, elles sont plus pénétrantes. Je pense que c'est plus efficace parce qu'il y a une espèce de sécheresse qui se met un peu en profondeur sur la peau. Donc, c'est bien de masser, que ça s'imprègne. Les huiles, ça s'imprègne pas vraiment. Tu vois, ça reste un peu en surface. Ça fait un peu question con, mais je crois que c'est la chose qu'on a tous dans nos placards, alors que t'as pas toujours une crème... Et donc, on peut se poser la question, quoi. Et que j'entends jeu. Des crèmes, après, presque tout le monde a des crèmes. Complètement. C'est les mêmes qu'on peut mettre sur le visage, sur les mains, un peu partout. Hein. On continue. Est-ce que la sodomie génère les hémorroïdes? Alors, oui et non. C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a pas... Les gens qui se font sodomiser n'ont pas plus d'hémorroïdes que la population générale. Donc, en général, pas plus. Après, par contre, si on a des hémorroïdes qui nous gênent, le moment de la sexualité, c'est sûr que ça peut être un moment où ça gêne. C'est assez clair. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la question, c'est est-ce que ça génère les hémorroïdes? La réponse, c'est non. En revanche, une fois qu'on en a, que la sodomie soit inconfortable, ça c'est... ça peut... Oui, on va dire, si tu es sujet aux hémorroïdes, une sodomie peut déclencher une poussée. Ah ouais, ok. Ça, oui. Mais souvent des petites poussées, ça va pas générer une thrombose, mais ça peut faire saigner ou ça peut faire gonfler les hémorroïdes. Ça, c'est possible, ouais. Ok. Mais donc, j'ai l'impression que c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire. Tu viens de dire les gens qui pratiquent la sodomie n'ont pas plus d'hémorroïdes que ceux qui ne pratiquent pas. C'est-à-dire que c'est une situation où la pathologie hémorroïdaire va se manifester. Je sais pas comment dire. Mais au final, il n'y a pas plus de gens qui se plaignent de leurs hémorroïdes chez les personnes sodomisées que chez les personnes non sodomisées. Mais c'est juste une occasion de plus où elles s'en plaignent. Les gens qui ont des hémorroïdes qui font pas de sodomie, ils s'en plaignent principalement quand ils vont à la selle. Et ceux qui font de la sodomie, ils peuvent s'en plaindre aussi quand ils ont la sodomie. J'avais ouï dire que masser cette partie-là, donc jouer avec son anus, se faire sodomiser en douceur, puisque tu stimules les veines, t'as plus de chances d'avoir moins d'hémorroïdes. Parce que ça stimule un endroit qui, du coup, peut pas faire une crise hémorroïdaire. Non. Mythe. Non, c'est pas mythe, j'en sais rien. Mais si, ça me semble cohérent. Moi, je le vois plutôt dans le sens que tout ce qui va hydrater et détendre l'anus avant la sodomie, on en reparlera sûrement tout à l'heure, ça va rendre la pénétration plus fluide, en gros. Donc, ça va moins frotter et donc ça va moins faire d'hémorroïdes. Ça me paraît logique, un peu comme ça. Je ne sais pas s'il y a une histoire de stimulation vasculaire. Peut-être, je ne sais pas. Tout bas dans mon cœur, j'aimerais que, en tant que pionnier, tu prouves scientifiquement que la sodomie est un bon anti-hémorroïde. Et du coup, qu'il faut l'inviter. Je comprends que tu aimerais ça, mais je crois pas qu'on le prouvera jamais. J'aimerais pas vraiment ça, c'était un peu nul. Ok, on passe à la question d'après. Je n'ai pas d'hémorroïdes et je n'en veux pas. Oui. Comment les éviter? Que dois-je faire? Ce qui bon, il n'y a pas grand-chose en soi. Après, si on n'en a pas, qu'on n'en ressent pas, que tout va bien, il faut peut-être pas se poser trop de questions non plus. Après, globalement, ce qui génère les hémorroïdes, le plus souvent, c'est les troubles du transit, c'est-à-dire les gens qui ont la diarrhée ou à l'inverse, les gens qui poussent. Donc, c'est plutôt qui poussent trop quand ils vont à la selle. Oui, c'est vrai que si je fais pas ma phrase en entier, c'est plus dur de comprendre. Donc, je vais aux toilettes, je fais caca, et en fait, il ne faut pas pousser. Ouais.
il faut un peu initier, mais il faut essayer de pas trop pousser. C'est là, je pense que c'est là, parce que quand on a la diarrhée, de toute façon, on s'en plaint, donc on essaie de résoudre ça. Mais on peut aller à la selle en poussant trop, en forçant, quoi, un peu depuis toujours, sans que ça nous paraisse anormal. Mhm. Et ça, éventuellement, ça peut être la chose qui va finir par faire des hémorroïdes. C'est pas non plus, après, peut-être jamais, hein. Enfin, c'est pas inéluctable, hein, le fait d'avoir des hémorroïdes. C'est pourquoi, et ça, moi, je l'ai vécu dans mon chemin d'hémorroïdien, qui sont les personnes qui ont des crises d'hémorroïdes. Oui. On va le mettre dans le dico. Hémorroïdiens, hémorroïdiennes, levez-vous. Ne vous essayez pas. Non, mais en vrai, j'ai vraiment vu que impacter mon alimentation, donc m'assurer que je mangeais suffisamment de fibres et que donc mes selles étaient bien comme il faut, ça venait avoir un double impact. Un, les lavements plus simples et mes sodomies plus mieux. Autre sujet. Et deux, même si on va après discuter de est-ce qu'un lavement c'est bien, pas bien ou dangereux, donc quand même, mais on en parle après. Et deux, en effet, j'ai l'impression que je peux avoir des hémorroïdes quand je suis très constipé. Donc toi tu dis la constipation et poussée peuvent être deux choses. Donc si jamais aux toilettes j'arrive pas sans pousser, il me faut changer mon alimentation pour que mes selles puissent sortir plus. On est d'accord que c'est la solution. Il y a deux choses. Oui, pour moins pousser, c'est sûr qu'il faut regarder comment sont nos selles. Si elles sont trop sèches ou même si elles sont plutôt à l'inverse, un peu trop pâteuses, qu'elles manquent de structure, il faut corriger ça. Et effectivement, c'est les fibres, c'est tout ça. On va en reparler un peu tout à l'heure, mais c'est clair que c'est l'alimentation. Si on arrête de faire des planches charcutes, fromage, bière tous les soirs, souvent déjà ça va un peu mieux. Hein. C'est très désagréable. Sache que je déteste les planches. Ça coûte très cher pour 3 morceaux et j'ai faim après. On parlera pas du lavement et de la constipation après, mais dans le prochain épisode. Ah oui. Non, t'inquiète, pour les gens qui se disent mais attends. Quand est-ce que ça va arriver ? Ouais, mais c'est le prochain épisode. Et après, deuxième truc, c'est que, même les si planches, les selles sont... Comment ? Tu aimes les planches ? Moi, j'aime des planches. J'aime les planches, ouais. Mais parce qu'après, moi, je suis dans ces moments-là, je pense que je mange plus que les autres. Bien sûr. Comme les buffets, il y en a qui trouvent qu'à la fin, ils n'ont rien mangé. Moi, j'ai toujours trop mangé à la fin. Bien entendu, tu te jettes sur la planche et tu fais parler les autres. Plus fort que moi. Bah ouais, je te comprends. Ok. Et donc, pour revenir sur nos poussées défécatoires, il y a aussi... c'est sûr que si les selles sont de mauvaise consistance, ça n'aide pas. Mais il y a des gens aussi qui ont tendance à pousser ou à rester trop longtemps, à lire aux toilettes. On reste plus longtemps, on a l'anus un peu qui est en poussée, ça, c'est pas très bon. Et des fois, le simple fait de le dire, on observe comment on faisait et on arrive à modifier. Il y a le coup du marchepied aussi qui permet de relever un peu les genoux et ça aligne l'angle entre le rectum, ça aligne le rectum et l'anus, qui a un angle entre les deux, et ça aide aussi à moins pousser. Concrètement, je mets un petit tabouret ou des gros livres devant mes toilettes. Donc quand je m'assois, je mets mes pieds dessus, donc je fais relever. Ouais. Tu saurais dire à la louche la hauteur la hauteur du petit tabouret ou des livres. Ça dépend de la hauteur des toilettes aussi, mais genre la hauteur d'une marche, quoi. Ok. J'ai aussi entendu dire qu'il ne fallait pas lire ou être sur son téléphone ou écouter un podcast ou genre sur les toilettes. En fait, rester longtemps assis à être aux toilettes en train de faire ses selles, c'est pas bon pour les hémorroïdes. Oui, et pour l'anus en général. Oui, parce que quand on a l'anus un peu dans le vide, là, au-dessus de la lunette, il est un peu en tension, quelque part. Même si on pousse pas, appuie parce dessus. Il y a une espèce d'effet de poussée, un peu de pression. Ok. Voilà. Très bien. J'en ai des hémorroïdes. Oui. J'ai des crises. Dois-je arrêter la sodo et pour ça, la sodomie. Oui. C'est mes notes où je dis sodo. Je pense qu'on comprend. Ewan me dit « Hello, peut-on être sodomisé avec un hémorroïde interne non douloureux mais saignant de temps en temps ? Moi, je refuse que mon ami me sodomise à cause de ça, car je connais pas les conséquences. Je ne veux prendre aucun risque au grand désespoir de mon mec. Mais vu que je n'ai pas mal, c'est peut-être faisable. » Oui. Je crois qu'il y a un point d'interrogation. C'est peut-être faisable ? En soi, oui. C'est-à-dire
de toute façon, même quand on n'a pas de symptômes, on a une sodomie, le sexe, il passe contre les hémorroïdes, hein, c'est tout le temps le cas. Et après, les hémorroïdes qui saignent, mais qui font pas mal, qui font rien d'autre, en soi, c'est pas grave. Donc, c'est pas un... Enfin, à part peut-être... Enfin, on peut se poser la question, par exemple, mais là, c'est pas son problème si c'est avec son partenaire habituel, mais sur le risque plus important d'infection, si ça saigne, c'est possible, je sais pas vraiment d'ailleurs, mais de toute façon, le risque d'infection, il existe. Mais sinon, en soi, si ça saigne un peu, c'est pas grave. Après... Oui, donc dans la mesure où je me protège des IST, Oui. si j'ai parfois des saignements sans douleur et que j'ai consulté un procto qui me dit bah non, il n'y a pas de sujet, je peux continuer Oui. la sodomie si c'est mon choix. Et j'ai quand même l'impression qu'Ewan a aussi un sujet de consentement. Ouais, c'est Il ce a que juste j'allais pas envie de se dire. faire sodomiser, Ouais, quoi. je voulais dire ça aussi, exactement. Et aucun rapport Faut pas... avec... ouais. Oui, voilà, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. Bah oui. Parce que c'est pas grave en soi, mais ça peut... Enfin, le rapport au sang, il y en a, ça les gêne, il y en a, ça les gêne pas. Comme d'ailleurs, d'une manière générale, les gens qui se plaignent d'hémorroïdes qui saignent un peu, qui viennent voir indépendamment de toute histoire de sexualité, il y en a... ils sont très demandeurs d'un traitement. Il y en a, si je leur dis que c'est pas grave, ils s'en moquent, ils repartent avec leur saignement. Donc, peut-être parce qu'il y en a, c'est plus important que d'autres, c'est difficile de quantifier, mais bon, chacun son... Effectivement, si à force de sodomie, ça saigne de plus en plus, qu'on en met partout, bon, faut peut-être quand même aller consulter. Mais le fait que ça saigne, c'est pas grave, quoi. C'est très... Là, pour le coup, tu m'apprends un truc. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais, moi je me disais, ah bah non, s'il y a du sang, c'est forcément il y a un problème, il faut que je file chez le procto. Et je pense qu'il faut que les gens aillent chez le proctologue et qu'un podcast ne peut pas leur permettre de conclure Oui. ah, j'ai des saignements, donc je ne vais pas chez le Complètement. proctologue parce que Aurélien l'a dit. Donc non, allez-y, un saignement, c'est quand même un signe pas bon. Oui. Mais toi, tu dis, si on a fait le check-up, que le procto professionnel qui a regardé dit c'est bon, c'est pas forcément un problème. Super. Oui. Mais effectivement, oui. Il faut aller chez le proctologue pour savoir, parce que ça peut être plein d'autres choses. Tu veux dire que écouter ce podcast n'est pas comme une consultation ? Et oui. Ah ouais. Là, nous, pendant le Covid, le proctologue, on pouvait pas trop travailler en téléconsultation comme tous les collègues. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Henri nous demande « Hello, est-il possible d'être bottom quand on est sujet aux hémorroïdes ? Et si oui, comment s'y prendre pour ne pas avoir trop mal et ne pas déclencher une crise hémorroïdaire ? Merci beaucoup pour ce que tu fais, c'est super cool. » Eh on a un peu répondu, c'est-à-dire c'est possible. Après, ça peut rendre la chose plus difficile. Donc, il faut probablement éviter. La base, c'est déjà peut-être d'éviter. Si on sent qu'on est en crise, qu'on a un peu mal, etc. Il faut peut-être y renoncer à ce moment-là plutôt que d'insister et d'empirer la situation. Et quand ça va bien, et ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, bien lubrifier, attendre d'être bien excité, parce que si en plus on se serre un peu parce qu'on appréhende, qu'on est un peu serré, ça va probablement pas aider, ça va frotter plus, et du coup, ça va aussi peut-être faciliter les hémorroïdes derrière. Ouais, et ça c'est je pense et on va le développer après, mais je trouve que le conseil dont on avait parlé avant, avoir envie, être très excité, bien lubrifié, dans une relation consentante et joyeuse, est quand même des facteurs qui réduisent les possibilités, vois comme je prends des pincettes, d'une crise hémorroïdaire. Complètement. Parce que tu crées moins de frottement. Et puis, pour ce qui est de la douleur pendant la pénétration, ça peut être les hémorroïdes, comme ça peut être... Enfin, ça peut ne pas être les hémorroïdes, comme je disais au début, hein. Après, si c'est gonflé, mais même quand c'est gonflé, par exemple les fissures, ça peut faire une espèce de boursouflure et on peut croire que c'est des hémorroïdes et en fait c'est une fissure. Aurélien a des hémorroïdes et il demande... Pas moi. Non, pardon. Non, oui, pardon. Ah, tu m'as déstabilisé. Aurélien, auditeur. Oui. Toi, tu es Aurélien, docteur. Aurélien, auditeur, me dit j'ai des hémorroïdes. J'en ai depuis peu suite à une pénétration douloureuse. Je passe les détails. Et depuis, je refuse de me faire pénétrer. Comment retrouver du plaisir malgré cet handicap ? Est-il possible de se débarrasser complètement des hémorroïdes ? J'ai pris un traitement suppositoire, mais il semble que ce ne soit pas vraiment parti. Hors chirurgie, est-ce que les suppositoires ou les crèmes, ça marche ? Oui.
C'est-à-dire que sur une crise comme ça, plus sur les crises où c'est gonflé, on dit crise congestive, c'est un peu gonflé, ça fait un peu mal, ça gratte un peu, les crèmes et le suppôt, et le transit, ne pas pousser tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui marche le mieux, ça permet de bien faire dégonfler. Après, si jamais on a les hémorroïdes internes qui ont tendance à trop sortir ou à saigner, hors chirurgie toujours, il y a des traitements qu'on peut faire en consultation où ça devient un peu plus interventionnel. Oui. Ce qu'on appelle les traitements instrumentaux, soit la photocoagulation infrarouge qui cautérise pour que ça saigne moins, ou les petits élastiques de ligature élastique. Ça peut être un intermédiaire. Puis il y a les cachets aussi vénotoniques comme le Daflon ou le Ginkor ou le marron d'Inde. Ça marche sur les saignements, la congestion. C'est intéressant parce que sur l'internet, j'ai découvert que le Daflon n'est plus remboursé par la sécurité sociale française. Ouais. Donc le ministère de la Santé français, on est écouté de partout dans le monde, mais on va parler de la France, a décidé de plus le rembourser parce que l'impact, une étude a montré qu'il n'y avait pas ou peu d'impact. En fait, non, c'est vrai, il rembourse beaucoup. Il dérembourse, en pathologie hémorroïdaire, il n'y a quasiment rien qui est remboursé de toute façon. Ok. Parce que moi, j'ai du Daflon. Ouais. Je le prends. Si je suis allé chez le procto qui m'a dit que c'est bien des hémorroïdes et qu'un professionnel m'a ausculté et qu'on valide que je prends pas un truc pour juste au doigt levé, parce que j'ai écouté un excellent podcast, le Daflon, je le prends dès que je sens des premiers signes. C'est ça ? Oui. Ça peut, tu peux prendre, dès que tu sens que tu as des premiers signes, et faire une cure un peu. Il y a deux schémas, soit des cures un peu fortes, où tu en prends bien, ça dépend si c'est du 500 ou du 1 gramme, mais si c'est du 500, tu peux bien en prendre 5 à 6 par jour sur une semaine, quelque chose comme ça, ou 10 jours, c'est un peu à la louche, il n'y a pas vraiment de risque. Et après, il y a des gens qui ont des symptômes plus chroniques, et on peut faire des cures plutôt de 2 prises par jour, 2-3 mois, comme ça. Et il y a plusieurs études quand même qui ont montré un bénéfice. Ok. Ouais. Oui, je suis pas expert. Contredis-moi. L'absence de remboursement, ça veut probablement dire que c'est pas une pathologie grave. Il dérembourse pas non plus tout et n'importe quoi, mais c'est plus l'enjeu du ministère de la Santé de faire des économies. C'était un proctologue qui m'avait dit, moi, le Daflon, j'y crois pas. Je me souviens, et qui m'avait montré cette étude. Ouais, c'est pas miraculeux, mais moi j'ai l'impression que ça aide quand même. On a l'impression que je passe ma vie chez le procto. Et par contre, est-ce que dis-moi. Le témoignage, par contre, moi, comme ça m'évoque plutôt une fissure. Encore une fois, parce que vraiment, le rapport qui a été douloureux, c'est volontiers un peu responsable d'une petite déchirure. Et puis après, si ça reste ensuite derrière, qu'il a peur de recommencer. Bon, de toute façon, encore une fois, il faut voir le proctologue. Mais être bonne alerte. Moi, c'est des histoires où à la fin, c'est des problèmes de fissure que je retrouve avant tout. Et on parlera fissure dans 2 épisodes. Très bien. Oula, j'ai eu un bug cerveau. Juste en 2 secondes, ces histoires d'élastique, c'est quoi cette affaire ? C'est-à-dire, tu m'endors pas. Non. Et en peu de temps, tu me mets un élastique, tu fais une natte à mes hémorroïdes et hop, tu leur mets un élastique. Plutôt un petit suçon, je dirais. On rentre, on entre dans l'anus avec le petit outil là qu'on appelle un anuscope. C'est l'examen standard en proctologie, c'est pas douloureux. Et sur les hémorroïdes internes, donc c'est pour ça que ça marche que sur les hémorroïdes internes qui sortent ou qui saignent. On place 1 ou 2 petits élastiques qui fait une espèce de suçon, un peu d'effet lifting, effet strangulation pour que ça sorte moins, que ça saigne moins. C'est très pénible pendant 12-24 heures. Et le plus souvent, et après, tout de suite, dès le lendemain, ça va mieux. Il y a très peu de risques. Et par contre, souvent, il faut faire 2-3 séances pour un bon résultat. Ok. Ça, tu le conseilles ? Tu le fais souvent ? Ouais. Je le fais souvent pour la pathologie hémorroïdaire. Après, quand c'est des plaintes pendant la sexualité, ça peut arriver. Il faut voir comment ça se présente. Ce qui n'est pas toujours simple, c'est-à-dire que si c'est les hémorroïdes externes qui gonflent, ce qui peut arriver un peu sur le côté comme ça, un peu frottement, ça va pas marcher. Ça marche que sur les hémorroïdes internes. Mm-hmm. Donc il faut arriver à bien être précis, le patient et le médecin pendant la consultation pour comprendre quelles sont les plaintes, pour savoir si ça va marcher. Et moi souvent je demande aux gens de faire des photos.
Ça aide à savoir quel est le problème. Quand c'est gonflé, quand il y a une boule, etc., est-ce que c'est l'extérieur, l'intérieur qui sort, tout ça. Et après, ils peuvent en faire bon usage sur les apps de rencontre. Ça peut être pas mal. Oui, je sais Une pas pierre si deux ça peut coups. peut-être un peu être un repoussif quand même. Possible. Et on passe à l'opération, à la chirurgie. Donc, soigner ces hémorroïdes avec de la chirurgie. Clément nous demande... j'ai 28 ans, je lance une bouteille à la mer. J'ai une hémorroïde interne grade 2 et j'ai mal lors de la sodomie et je suis obligée d'avoir des rapports avec un anesthésiant rectal. Bref, je sais plus quoi faire, je suis en dépression. Le médecin me dit que l'hémorroïde est trop petite pour être opérée et des traitements locaux ont échoué. Ma question, y a-t-il une opération pour retrouver ma vie sexuelle d'avant ? Et après l'opération, peut-on reprendre la sodomie ? Alors... déjà, désolé de refaire encore mon truc, mais je suis pas sûr qu'effectivement ce soit l'hémorroïde qui lui fasse les douleurs. Parce qu'effectivement, le grade 2, c'est pas très gros. C'est pas impossible, hein, mais il faudrait essayer d'affiner. Est-ce que c'est dès l'introduction ? Est-ce que c'est à force de frottement ? Si c'est dès l'introduction, c'est probablement pas les hémorroïdes. Si c'est à force de va-et-vient, qu'il y a un côté un peu comme ça, brûlure, pourquoi pas ? Mais c'est là tout l'intérêt de ton métier et d'une forme de spécialisation que toi t'incarnes et que vous êtes peu nombreux à faire en France, hein, parce qu'après je vais te demander c'est quoi les adresses des gens qui s'y connaissent, parce que ce genre de questionnement, ce genre de va-et-vient, si tu me permets, ou d'aller-retour entre médecin-patient sur justement des pratiques sexuelles combinées au médical, tu vois ce que je veux dire, ce que tu viens de dire, c'est ultra précieux, et moi j'ai jamais rencontré un proctologue qui m'a posé ces questions-là, quoi. Oui. Alors, à la fois, je dois dire, c'est aussi très empirique, c'est-à-dire, comme on m'a... Enfin, là, au début. Quand je dis c'est plus pas des hémorroïdes ou quoi, c'est un peu de la pratique. Il n'y a pas trop d'apprentissage scientifique là-dessus. Mais bon, mais ça reste du bon sens, effectivement. Mais effectivement, le problème, c'est soit des proctologues, parce qu'après tous les gastro-entérologues peuvent être aussi proctologues, donc avec plus ou moins de connaissances déjà dans la pathologie hémorroïdaire. Encore une fois, même en dehors de la sodomie, il y en a qui vont aller vite droit au but avec une chirurgie, alors qu'en fait ils n'auront pas affiné les symptômes. Le sujet il est plutôt là. Après on rajoute la sexualité, c'est un peu du bon sens. Mais effectivement, c'est l'idée d'avoir que le proctologue il a un abord apaisant, accueillant, bienveillant, tout ça, quoi. Et 360 degrés. Parce que si le patient a une activité anale particulière, c'est quand même un contexte essentiel pour le diagnostic, quoi. Oui. Dont il faut parler, il faut parler concrètement. Ah oui, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y a des gens qui viennent en disant qu'ils ont des hémorroïdes, mais qui n'osent pas expliquer que c'est pendant la sexualité. Et du coup, on rate une info importante. Mm-hmm. Parce que c'est ça que tu disais, je t'ai coupé un peu au milieu, je suis désolé de ton explication. Toi, tu dis, quand j'écoute le témoignage de Clément, je suis pas sûr que ça soit hémorroïde, peut-être plus fissure, à nouveau. Peut-être fissure, ou alors ce qu'on appelle l'anodyspareunie aussi, on en parlera dans quel épisode, je sais plus. Ouais. Et bientôt, c'est-à-dire, la sexualité anale peut être douloureuse sans que ce soit la faute d'une pathologie. Donc t'es en train de dire qu'il faut écouter l'épisode suivant. Ouais. Ah ouais, et s'abonner au podcast pour être au courant quand il sort. Exactement. Ah je vais le faire tout de suite. Mais du coup, c'est aussi l'occasion de parler de la chirurgie, parce qu'après, effectivement, des fois, on a des grosses hémorroïdes, et ça gêne dans la sexualité, et une chirurgie peut améliorer la situation. La difficulté, c'est aussi que dans un certain nombre de cas, la chirurgie peut altérer ensuite la sexualité anale. Il y a une étude qui a montré que 1 an après une chirurgie de l'anus, soit hémorroïde, condylome, fissure, fistule, enfin toutes les chirurgies proctologiques, 1 an après, 1 personne sur 2 qui pratiquait le sexe anal avant ne le pratiquait plus. Waouh. Parce que ça peut entraîner un peu des cicatrices qui peuvent entraîner une étroitesse qui n'est pas forcément objectivable par le médecin, mais quelque chose qui fait que c'est moins souple, quoi. Mmh. Et probablement qu'avec le temps, ça se réaméliore. Après, il y a plein d'expériences de patients qui ont été opérés et qui ont une sexualité ensuite, tout se passe bien, mais il y a aussi l'inverse. Donc, on peut pas dire il faut pas se faire opérer parce qu'on a une sexualité anale, mais il faut le mettre dans la balance, peser le pour et le contre, à quel point ça me gêne, qu'est-ce qu'on en attend, quels sont les risques, etc. Ouais. On va arrêter là le premier épisode. Déjà. Et du coup, je te donne rendez-vous dans pas très longtemps pour l'épisode 2. On va parler dans les questions qu'on n'a pas pu traiter dans notre
petite préparation, là j'ai des petites notes. Oui. J'aimerais qu'on retienne dans les épisodes prochains de dire comment je fais pour trouver des proctologues gay-friendly, puisqu'on vient de dire... Ouais. Je sais pas trop d'ailleurs, mais oui. Ok, donc du coup on n'en parlera pas. non, mais tu vois, et ça c'est un truc essentiel. Bouche à oreille, quoi. Enfin, ça reste le... Ouais. Tu vois, je pense que c'est comme dans les centres de dépistage, etc. C'est là qu'il y a d'autres médecins qui sont plus volontiers gay-friendly, encore que c'est pas tout le temps le cas. Hein. Bien sûr. À Lyon, il y avait un mec qui était parti à la retraite, mais qui prescrivait la PrEP. Franchement, je me dis, quelle horreur. Ouais. Mais bon, c'est quand même le moyen d'avoir un réseau, ouais. et eux, ils peuvent savoir un peu plus. Grave. Moi, j'ai aussi, je lance un appel s'il y a des auditeurs motivés. Moi, j'adorerais qu'on crée l'annuaire des médecins procto gay-friendly, des auditeurs. C'est-à-dire, moi, je suis auditeur à Clermont-Ferrand et je valide perso. Pas que procto, d'ailleurs. Pas que procto. Ouais. Mais j'ai pas le temps, donc il faut que des auditeurs me contactent et on fait ça en open source, j'adore. Et dans le prochain épisode, on va parler de sodomie. Oui. Tous égaux face à la sodo. Quel slogan. J'adore. À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.